Combien de temps s'est-il écoulé entre l'émergence du tout premier ordinateur et l'apparition des machines modernes? Le premier ordinateur électronique reconnu fut l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, mis au point en 1945 par des chercheurs américains. Cependant, une machine plus ancienne précède l'ENIAC, la machine à différence, conçue par l'ingénieur britannique Charles Babbage en 1822. Ainsi, l'histoire des ordinateurs remonte à plus de 2 siècles. Tel aurait été le point de départ si, au début du XXe siècle, des plongeurs n'avaient donc pas mis au jour un dispositif vieux de plus de 2 millénaires. En 1900, un groupe de plongeurs prospectait la Méditerranée entre la Crète et le Péloponnèse, à la recherche d'éponges. Au lieu de cela, ils mirent au jour des épaves chargées de trésors. Ce fut l'une des découvertes archéologiques majeures de cette époque. Parmi les vestiges gisaient des sculptures grecques en marbre ainsi que divers objets anciens. Les plongeurs repérèrent aussi un étrange bloc de pierre, gros comme un livre, qui termina, comme tout le reste, dans un musée. Quelques mois plus tard, les archéologues entreprirent d'examiner cette pierre et mirent au jour un artefact inattendu, contenant des engrenages de bronze. Cela causa un profond étonnement, car, selon les connaissances établies, un tel mécanisme ne pouvait exister dans la Grèce antique, les techniques de l'époque n'ayant jamais permis un tel degré de complexité. Les chercheurs entamèrent l'étude de cet objet singulier sans parvenir à en comprendre la nature. Baptisé machine denticitaire, il fit l'objet de recherches pendant plus d'1 siècle. Sa grande fragilité compliquait l'analyse. Après avoir reposé des millénaires sous la mer, l'ensemble était gravement endommagé, au point que ses composants internes se désagrégèrent au moindre contact. Au fil des décennies de recherche, l'objet se désintégra en 82 fragments distincts, devenant une énigme pour les chercheurs du monde entier. Ils finirent par comprendre qu'il s'agissait d'une machine à calcul astronomique. L'usage combiné des rayons X, de la tomographie et de la modélisation numérique permit de reconstituer partiellement la structure de ce mécanisme. Ce dispositif complexe comprenait une 30aine d'engrenages en rotation qui mettaient un cadran en mouvement, le tout activé par une simple manivelle. Cet assemblage permettait aux Grecs de suivre les trajectoires de la Lune et du Soleil, de prédire les éclipses et de déterminer la date des Jeux Olympiques. L'ensemble évoque une Silicon Valley avant l'heure, où les esprits les plus brillants de la Grèce antique se seraient unis pour concevoir une entreprise visionnaire. La machine denticitaire atteste que certaines civilisations anciennes possédaient déjà de solides connaissances astronomiques et des outils avancés pour étudier les astres. Pour l'époque, il ne s'agissait pas d'un simple dispositif, mais d'un véritable ordinateur. L'utilisateur y saisissait des données et l'appareil lui livrait un résultat à l'issue de calculs élaborés. En 2016, des chercheurs mirent au jour une inscription gravée sur le mécanisme, comprenant plus de 3000 symboles. Il s'agissait d'une sorte de mode d'emploi. Le texte renfermait des indications sur les teintes des éclipses, les mouvements célestes et divers présages astrologiques, formant ainsi une liste de références des phénomènes associés aux planètes visibles dans le ciel. Les anciens Grecs avaient compris que tous les corps célestes visibles dans le ciel nocturne suivaient des trajectoires similaires, proches du plan orbital de la Terre autour du Soleil. Ne disposant pas des moyens nécessaires pour déterminer ces mouvements avec précision, ils mirent au point le mécanisme denticitaire, conçu en partie pour cette fonction. Cette interprétation trouve un appui dans les écrits du célèbre orateur romain Cicéron, qui mentionne une machine capable de reproduire le mouvement des astres, attribuée au savant Archimède. D'après Cicéron, cette machine représentait la course de 5 étoiles dites errantes, c'est-à-dire les corps célestes connus. Archimède, bien que précédant l'invention du mécanisme denticitaire, aurait pu en dessiner les plans, lesquels auraient servi de fondement à sa construction ultérieure. L'appareil s'activait lorsqu'on en tournait la manivelle, ce qui entraînait les engrenages logés à l'avant comme à l'arrière. Puis le cadran indiquait la trajectoire des corps célestes. Le mécanisme renfermait également un calendrier astronomique et servait à suivre les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, tout en permettant de déterminer avec précision la date des éclipses. Il s'agissait vraisemblablement d'un précieux outil d'organisation, réservé aux savants ou aux citoyens fortunés de la Grèce antique. Ce qu'il y a de plus surprenant,
c'est que son concepteur semble y avoir intégré une fonction modifiant les propriétés d'observation, selon la position géographique de l'observateur. Cela implique que les astronomes de l'Antiquité devaient saisir des coordonnées distinctes d'une région à l'autre pour obtenir des résultats exacts. Aujourd'hui, les ordinateurs de la NASA accomplissent toutes ces tâches. Ces engins sophistiqués valant plusieurs millions reposent sur l'électricité, des circuits, des processeurs et une multitude de composants. Et pourtant, les Grecs avaient atteint des résultats comparables, il y a 2 millénaires, à l'aide de ce petit instrument. Cela bouleverse notre conception des technologies grecques antiques. Les gens de cette époque disposèrent de systèmes de plomberie et utilisèrent la vapeur pour actionner certains dispositifs. Leur degré de sophistication était réel, mais nul ne s'attendait à ce qu'ils aient atteint un tel niveau. Les archéologues croyaient qu'ils utilisaient de vastes engrenages rudimentaires pour faire tourner les moulins. Or, il s'avère désormais qu'ils étaient capables de concevoir des mécanismes miniatures complexes, restés incompris des savants modernes pendant un siècle. Les plongeurs poursuivent l'exploration du fond marin où fut découvert le mécanisme d'Anticythère. Ils ont déjà trouvé d'autres objets comme des clous et un anneau en bronze. Ces fouilles sous-marines sont longues et périlleuses, ce qui retarde considérablement les recherches. Les spécialistes estiment que le mécanisme d'Anticythère n'était probablement pas un exemplaire isolé. Il est possible que les anciens Grecs aient fabriqué d'autres appareils semblables, aujourd'hui soit cachés, soit fondus pour en récupérer le bronze, un métal précieux à l'époque. Lorsque ces ordinateurs astronomiques tombaient en panne, ils étaient souvent recyclés. Certains chercheurs considèrent ce mécanisme comme le prototype ancien de tous nos dispositifs modernes, tels que les téléphones, ordinateurs et tablettes, soulignant ainsi son importance capitale. Par ailleurs, avez-vous déjà entendu parler de l'odomètre? Cet instrument mesure la distance parcourue par un véhicule. S'il est aujourd'hui numérique, il était mécanique à l'origine et fut inventé par les Grecs anciens. Selon certaines sources, Archimède lui-même aurait participé à sa création. Plus tard, les Romains l'ont adopté pour leurs longs voyages, où il servait aussi à faciliter la construction et l'entretien des routes. Les Grecs furent les premiers à chercher à comprendre les principes de la géométrie. Babyloniens et Égyptiens utilisaient la géométrie dans divers aspects de leur vie quotidienne. Pourtant, ce sont les Grecs qui appliquèrent un raisonnement logique pour définir les règles et formules que nous employons encore aujourd'hui. Archimède remarqua ainsi qu'un corps solide, immergé dans l'eau, déplaçait une quantité d'eau équivalente à son volume. Et connaissez-vous le serment d'Hippocrate? Ce texte est récité solennellement par chaque nouveau médecin avant de commencer à exercer. Pour nous, la confidentialité entre patients et médecins, ainsi que le devoir constant du médecin de guérir et sauver des vies, semblent évidents. Pourtant, ces principes ont été établis par Hippocrate, célèbre médecin de la Grèce antique. Outre ce serment renommé, Hippocrate fut l'un des premiers à accomplir une avancée scientifique majeure en médecine. Jadis, les maladies étaient perçues comme des châtiments divins. Mais Hippocrate démontra qu'elles résultaient de causes naturelles, et que le corps humain pouvait réagir différemment à celles-ci. Cette vérité, qui paraît aujourd'hui incontestable, fut découverte par les anciens Grecs dès 460 avant notre ère. Aristote fut pour sa part le premier à affirmer que la Terre était une sphère. Grâce à sa poétique, nous bénéficions aujourd'hui de films, de séries et de spectacles. Les Grecs posèrent les bases du théâtre sous sa forme actuelle, et Aristote rédigea les premières règles dramatiques connues, lesquelles servent encore aux réalisateurs et scénaristes pour captiver leur public. Les auteurs grecs composèrent des œuvres de tout genre, telles que tragédies, satires et comédies. Ces créations ont largement façonné la culture occidentale, ce qui explique pourquoi de nombreux metteurs en scène contemporains aiment remettre en scène ces pièces anciennes. Et cela ne représente qu'une fraction des nombreuses inventions grecques. Ainsi, il ne semble pas illogique qu'ils aient pu concevoir le mécanisme d'Anticythère. Les chercheurs ont mis au jour ce qui s'apparente à la version géologique d'un fossile de dinosaure, caché dans les profondeurs océaniques près de l'île de Pâques. Cela s'apparente à l'ouverture d'une capsule temporelle vieille de 200 millions d'années, révélant les secrets de l'histoire ancienne de notre monde. La surface du globe se compose d'immenses segments comparables aux pièces d'un vaste puzzle que l'on nomme plaques tectoniques.
Celles-ci se déplacent continuellement, guidées par le manteau incandescent qui s'étend sous elles et facilite leur dérive. En septembre 2024, une équipe de géologues a rendu publique une découverte majeure, décrivant une antique mégastructure enfouie. Ce fragment archaïque du plancher océanique pourrait éclairer les raisons pour lesquelles l'expansion des fonds marins s'opère plus vivement dans certaines régions que dans d'autres. Pour élucider ce phénomène, les chercheurs ont recouru à des ondes acoustiques, les sonars, afin d'établir une cartographie des profondeurs terrestres. Leur analyse a révélé une masse tout à fait singulière, située sous la plaque de Nazca, proche de l'Amérique du Sud, et dont la progression est bien plus lente qu'attendue. Habituellement, lorsque les plaques bougent, une part du matériau s'enfonce dans la terre à la manière d'un tapis roulant. Mais ici, le mouvement se trouve freiné, comme retenu par un obstacle. Cet obstacle pourrait correspondre à un vestige d'anciens planchers marins entraînés vers les entrailles du globe il y a environ 250 millions d'années. Une telle découverte équivaut à retrouver un fossile enfoui qui éclaire les états anciens de notre planète. Lorsque le plancher océanique s'écarte, cela signifie que deux plaques tectoniques se repoussent peu à peu. Au centre des océans se trouve une longue fracture, ou dorsale, où ce phénomène se produit, comparable à une couture dans l'écorce terrestre. Tandis que les plaques s'éloignent, un magma brûlant provenant des profondeurs s'élève par cette ouverture. Lorsqu'il rencontre les eaux froides, il se solidifie et forme une croûte nouvelle. Ce mécanisme continue alors de pousser les plaques plus loin. On le désigne aussi comme un système de recyclage du manteau terrestre, puisque la planète semble générer sans relâche sa propre matière interne. À la surface, ce processus peut provoquer des séismes, des éruptions volcaniques sous-marines et la création de terres nouvelles, pouvant même conduire à l'apparition d'îles volcaniques au fil de millions d'années. Les fissures où cette expansion se manifeste sont appelées dorsales océaniques. Parmi elles, l'une des plus connues est précisément celle évoquée ici, la dorsale Est-Pacifique, réputée pour sa vitesse d'expansion supérieure à la plupart des autres. Cette découverte récente contribue à expliquer pourquoi ce phénomène se produit ainsi. Voyez-vous, cette immense mégastructure fonctionne en effet comme une capsule temporelle. Comme le manteau terrestre se transforme et se régénère constamment, en trouver une version figée enthousiasme vivement les chercheurs. Elle dévoile l'aspect de notre planète il y a des millions d'années, à l'époque où les continents occupaient d'autres positions et où les dinosaures parcouraient encore le globe. Cet ancien fragment du plancher océanique éclaire aussi la manière dont les plaques tectoniques se sont déplacées au fil des ères. Bien que l'on évoque souvent la Pangée, le tout premier supercontinent se nommait en réalité Vaalbara. Ce sont les déplacements successifs de ces plaques qui ont façonné les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cet immense fossile peut aussi affiner notre compréhension du système de recyclage des manteaux terrestres. En analysant la manière dont ce fragment de croûte s'est retrouvé immobilisé et ralenti, les chercheurs peuvent mieux anticiper des phénomènes tels que les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Cela pourrait même éclairer le fonctionnement interne d'autres planètes, comme Mars ou Vénus. Autant dire que la science a du pain sur la planche. D'autres éléments étonnants continuent d'être découverts au fond des océans, des mers et des lacs, tels ce Stonehenge submergé. Les scientifiques ont mis au jour un mystérieux alignement de Caer, s'étendant sur plusieurs kilomètres sous les eaux du lac de Constance, à la frontière de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les premières découvertes archéologiques remontent à 2015, et l'usage réel du site demeure inconnu. Ce que l'on sait à ce jour, c'est qu'une ligne de 19 km regroupant 170 cairns construits par l'homme repose sous la surface du lac. Selon les chercheurs, cet ensemble résulte très probablement de l'activité de plusieurs villages et remplissait sans doute un usage collectif. Les structures sont imposantes. Certaines atteignent plusieurs mètres de large et peuvent s'élever jusqu'à 2 mètres. L'ensemble remonterait à environ 5500 ans. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les scientifiques nomment ce lieu le Stonehenge sous-marin. Les deux sites auraient été érigés à une période comparable. Stonehenge, en effet, remonte à environ 3100 avant notre ère. De plus, chacun présente l'attribut distinctif de monuments de pierre disposés selon une forme circulaire. On pourrait les voir comme des cousins.
En 2007, des archéologues ont mis au jour ce qui semble être une version miniature de Stonehenge sous le lac Michigan. Situé à une douzaine de mètres de profondeur, ce cercle de pierre serait l'œuvre de peuples autochtones. Il l'aurait été érigé durant la dernière ère glaciaire, à une période où le lac n'était pas encore rempli d'eau. Les blocs mesurent environ 1,20 m et l'un d'eux pourrait même porter la gravure d'un mastodonte, un immense animal proche de l'éléphant qui vivait il y a plus de 10 000 ans avant de s'éteindre. Si cette gravure s'avérait authentique, elle permettrait d'estimer plus précisément l'ancienneté du site. Ce qui renforce encore le mystère, c'est que nul ne sait pourquoi ces pierres ont été disposées ainsi. Toutefois, comme une structure comparable a été trouvée sur l'île Beaver, les spécialistes estiment que leur agencement ne doit rien au hasard et qu'elles ont été placées là intentionnellement. L'ensemble forme 2 anneaux. Le cercle extérieur mesure près de 12 mètres de large, tandis que l'intérieur en fait environ 6. Toutes les pierres proviennent du granit local et elles reposent là depuis près de 9000 ans, ce qui en fait l'une des structures les plus anciennes d'Amérique du Nord. Pour mesurer leur ancienneté, rappelons que ces blocs furent installés bien avant le célèbre Stonehenge d'Angleterre, qui ne serait édifié que 4 millénaires plus tard. À l'autre bout du monde, au Japon, une structure énigmatique a été mise au jour. À première vue, elle évoque un Machu Picchu submergé. Le site abrite un vaste édifice en forme de pyramide, accompagné d'arches et d'escaliers, qui pourrait aisément passer pour un ancien palais ou un château. Voici la structure sous-marine de Yonaguni, également surnommée l'Atlantide du Japon. L'ensemble atteint la dimension de 5 terrains de football et la hauteur d'un édifice de 5 étages. Son trait le plus remarquable réside dans ses vastes terrasses, capables d'accueillir de larges rassemblements. Les explorateurs et scientifiques estiment que Yonaguni remonte à environ 10 000 ans. Toutefois, déterminer s'il s'agit d'une structure façonnée par l'homme ou d'une formation naturelle demeure sujet à débat. Pour le principal géologue marin du Japon, Yonaguni représenterait l'héritage d'une civilisation disparue. Il a plongé plus d'une centaine de fois ces 10 dernières années afin d'examiner les ruines. Selon lui, des indices manifestes d'activité humaine y sont présents. Le bassin triangulaire, creux situé à la surface de l'édifice, correspondrait à un symbole historique lié aux fontaines de la région. On trouve aussi une grande tortue, sculptée sur le flanc oriental de la structure, dotée d'une forte portée culturelle. Plusieurs outils en pierre ont été retrouvés sur le site, et leur datation suggère un âge d'environ 10 000 ans. Toutefois, cette interprétation ne convainc pas l'ensemble de la communauté scientifique. Pour de nombreux spécialistes, Yonaguni résulterait plutôt de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit formé d'un unique bloc massif les conduit à penser qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes nettes et ses surfaces planes évoquent d'ailleurs une structure naturelle semblable à la chaussée des géants, en Irlande du Nord. Un ensemble de colonnes basaltiques imbriquées qui rappellent les ruines d'un palais, bien que créé par l'activité volcanique de la région. Les Açores sont constituées de 9 îles situées dans l'océan Atlantique, à environ un tiers de la distance entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Les manuels d'histoire nous apprennent que les explorateurs portugais ont découvert ce magnifique archipel au XVe siècle. Jusqu'alors, les îles étaient inhabitées. Elles appartiennent toujours au Portugal et visiblement, il n'y a aucune controverse ou de mystère sur le sujet. Sauf que certains chercheurs pensent qu'avant, les Açores ont abrité une ancienne civilisation il y a des milliers d'années. D'autres soutiennent que la célèbre Atlantide elle-même se trouvait ici. En 2010, des archéologues ont annoncé qu'ils avaient trouvé sur les îles des structures qui semblaient dater de l'âge de pierre. Si c'est vrai, cela signifie qu'il existait à l'époque une civilisation suffisamment avancée pour voyager aussi loin et s'installer sur ces îles isolées. Une commission scientifique spéciale a étudié la question et a conclu que ces structures étaient des formations rocheuses naturelles ou avaient une origine plus moderne. Les premiers colons auraient donc bien été les Portugais. Cela n'a pas empêché des scientifiques passionnés de poursuivre leurs recherches. Ils ont analysé l'ADN de souris des Açores et ont découvert que celui-ci présentait les mêmes caractéristiques génétiques que celui des souris domestiques d'Europe du Nord. Les petits rongeurs n'auraient pas pu naviguer aussi loin sans les humains. Et il semble donc que les premiers hommes soient arrivés aux Açores avant les Portugais.
Le docteur Félix Rodriguez, qui travaille à l'université des Açores, est bien décidé à découvrir la date exacte de cette installation. Il étudie les structures mégalithiques trouvées aux Açores. En Europe occidentale et dans le bassin méditerranéen, des structures similaires remontent à l'ère néolithique. Selon le docteur Rodriguez, les plus anciennes découvertes remontent à 4200 ans. On ne sait pas exactement à quelle civilisation elles appartiennent. Le professeur a identifié 7 structures mégalithiques dans un même ensemble qui seraient des dolmens pour les défunts. Les cavités sont toutes de forme cylindrique et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des formations naturelles. Le matériel provenant des cavités s'est avéré vieux d'au moins 2500 ans. Il y a également des morceaux de céramique qui semblent encore plus anciens. Il semble aussi que les roches de la région aient été soulevées. On le voit aux petites vagues laissées par la lave. La lave est épaisse et collante. Elle ne peut donc pas laisser de traces verticales. Quelqu'un a donc dû déplacer le rocher dans sa position horizontale. Une autre découverte intéressante est celle d'encre en pierre percée de trous trouvés en bord de mer. Des encres similaires ont été utilisées en Méditerranée et sur la côte atlantique de l'Europe entre 1000 et 2000 ans avant notre ère. Or, les Portugais du XVe siècle, marins avertis, n'ont jamais utilisé d'encre en pierre, mais seulement des encres en métal. Les scientifiques ont également réussi à trouver une structure faite à même le teuf volcanique. Elle ressemble à celle construite en Méditerranée, vieille d'au moins 2000 ans. Ces structures sont appelées columbarium et étaient utilisées pour conserver les cendres des défunts. Les chercheurs ont aussi trouvé à côté de la structure un objet ressemblant à un four. Il pourrait donc s'agir d'un seul et même ensemble. Il y avait aussi un bassin au milieu, et ce n'est pas le seul sur l'île. Il semble qu'il ait eu une signification particulière pour leur constructeur. Des canaux entourent la construction. Ils relient les 4 bassins et le soleil éclaire chacun d'entre eux à différentes périodes de l'année. Tout a été soigneusement planifié, car c'est au solstice d'hiver et d'été, ainsi qu'aux équinoxes d'automne et de printemps, qu'ils sont le plus éclairés. L'eau traversait tous les bassins et se jetait directement dans la mer. Il pourrait s'agir d'un rituel de purification. Certaines personnes ont des doutes sur ces découvertes et pensent qu'il s'agit de parties d'une forteresse datant du XVIe siècle. Le professeur Rodriguez est déterminé à prouver que tout cela est beaucoup plus ancien. Il devait y avoir ici une ancienne civilisation qui aurait pu fuir à cause des volcans qui se réveillent tous les 50 ans. Antonieta Costa, post-doctorante à l'université de Porto au Portugal, est elle aussi persuadée que les premiers hommes sont arrivés aux Açores à l'époque préhistorique. Elle a étudié des pierres dressées présentant de petites ouvertures qui auraient servi à l'extraction des pierres. Madame Costa pense qu'elles font partie d'un système de calendrier. Elle a remarqué qu'aucune des fentes pratiquées dans les pierres n'était alignée sur la direction cardinale de l'Est. Les fentes les plus proches sont plus petites que celles qui sont orientées dans d'autres directions. Il ne peut donc s'agir d'une simple coïncidence. On dirait également que les fentes soient alignées sur les solstices, ce qui fait penser à Costa qu'il pourrait s'agir d'un calendrier. Elle pense par ailleurs que les inscriptions laissées sur les dalles rocheuses des îles ressemblent beaucoup aux cartes laissées sur les rochers à l'âge de pierre en Europe continentale. Une autre théorie intéressante concernant les Açores est qu'elles auraient pu être l'emplacement de la célèbre Atlantide, qui a été engloutie sous la mer. L'archipel des Açores étant situé au milieu d'un océan, il pourrait techniquement être l'endroit idéal pour cette hypothèse. Un chercheur du XXe siècle, David Zink, a invoqué Platon pour prouver la véracité de cette théorie. Le philosophe grec a suggéré que l'Atlantide se trouvait entre 2 continents. Les pièces de monnaie et les sculptures qui auraient été trouvées aux Açores à l'arrivée des Portugais indiquent également qu'il y avait eu une autre présence humaine ici avant eux. Plus récemment, en 2013, un marin a trouvé une énorme forme ressemblant à une pyramide au large des côtes des Açores. Il s'agit très probablement d'un grand volcan sous-marin. Mais c'est beaucoup plus cool de penser qu'il s'agit de la mystérieuse Atlantide, n'est-ce pas? Le Pérou, lui aussi, a son propre grand mystère antique. Au milieu du désert, on peut trouver des marques étranges appelées les lignes de Nazca. Elles sont connues sous le nom de géoglyphes et ont été créées il y a plus de 2000 ans par le peuple de la culture Nazca. Grâce à un climat sec et au vent fort du désert, la plupart des lignes de Nazca sont encore visibles aujourd'hui. Pour les créer, les habitants de Nazca ont enlevé la couche supérieure des galets et ont révélé le sol sous la terre. La couleur du sol varie du brun rougeâtre au gris jaunâtre, de sorte que les lignes ont constamment un aspect différent. La plupart des géoglyphes représentent des plantes et des animaux. On peut clairement voir un singe, une baleine, un condor, un colibri, une araignée, diverses fleurs, des arbres et d'autres plantes. Il y a aussi des formes géométriques, comme des triangles, des trapèzes et des spirales.
Depuis leur découverte dans les années 1920, les scientifiques ont avancé diverses explications pour expliquer ces lignes. Certains affirment que dans la culture Nazca, les gens attribuaient une signification particulière à ces motifs. Ils ont donc probablement créé ces formes pour que les divinités du ciel puissent les voir. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une sorte de calendrier astronomique et que les croquis d'animaux étaient modelés sur des groupes d'étoiles. Cette théorie ayant été démentie, la raison de ces lignes reste un mystère. Le mont Nemrut en Turquie est un autre lieu qui suscite de nombreuses interrogations. Cette montagne abrite un ensemble de monuments comprenant des temples et des tombes. Il a été construit par le royaume de Commagène, qui régnait ici aux alentours du 1er siècle avant notre ère. On y trouve des statues du roi Antiochus, de 2 lions, de 2 aigles, de Zeus, d'Hercule et d'Apollon. Les archéologues ont découvert les ruines de ce complexe à la fin du 19e siècle. Ils pensaient qu'ils avaient été construits par les Assyriens. Par la suite, certains des scientifiques les plus célèbres de l'époque se sont rendus sur place et ont découvert une inscription en grec. Elle contenait des détails sur les sculptures et les noms de membres importants de la famille royale de Commagène. On aurait dit qu'elle avait été placée là pour les futurs visiteurs. Les scientifiques ont établi que les statues étaient autrefois des personnes de taille réelle. Les changements de température, les vents violents, la neige et l'éclat du soleil ne leur ont pas permis de conserver leur éclat d'origine. De plus, le site se trouve dans une zone de tremblement de terre. Tout ce que l'on peut voir actuellement, ce sont les têtes des statues. Elles semblent incroyablement complexes et grandes pour l'époque. La principale interrogation est de savoir comment les gens qui vivaient il y a des milliers d'années sont parvenus à créer des sculptures aussi gigantesques au sommet de la montagne. Il est évident qu'ils ont façonné les blocs de calcaire au sommet de la montagne et non au sol. Nous suivrons cette affaire de près et te donnerons des nouvelles. Il était une fois un phare si haut qu'on pouvait apercevoir son faisceau à 48 km de distance. Une tour mystérieuse qui était le symbole de la richesse et du génie de l'ingénierie. Faite de pierres si gigantesques et lourdes qu'elles nous laissent encore sans voix. Comment ont-ils fait ça? Elle a survécu à plusieurs tremblements de terre consécutifs jusqu'à s'effondrer au XIVe siècle. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Des archéologues viennent de remonter 22 de ces blocs colossaux des fonds marins. Ils sont en train de reconstituer la tour pour que nous puissions à nouveau l'admirer et l'explorer. Mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Le phare d'Alexandrie n'était pas un phare parmi d'autres. C'était le phare des civilisations anciennes. L'une des merveilles du monde les plus durables. Construit vers 280 avant notre ère sur une petite île appelée Pharos, il culminait à environ 100 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est plus haut que la Statue de la Liberté, ou Big Ben. Toutefois, gardez à l'esprit qu'elle fut construite avant l'invention de la grue, de la poutre en acier et des amateurs de musculation. Et cela devient époustouflant. Pour les marins, apercevoir cette tour scintillante, c'était comme de voir enfin le panneau de sortie après des heures de conduite sur l'autoroute la plus dangereuse du monde. Le phare était un soulagement pour leurs yeux fatigués, car la légende dit que les eaux autour de Pharos étaient difficiles, pleines de récifs cachés extrêmement dangereux pour les navires. D'anciennes sources prétendent que sa construction a nécessité environ 12 ans, avec un coût avoisinant les 800 talents d'argent athéniens, une unité de poids antique proche de 26 kg. Cela signifie que quelqu'un a dû transporter des coffres contenant 23 tonnes de pièces de monnaie pour régler la note, sans chariot élévateur, très probablement à travers la mer. Incroyable. Le phare était tellement impressionnant que le mot « pharos » a fini par être utilisé pour désigner les phares dans tout un tas de langues. Sa structure suivait un design à 3 étages. Elle était carrée à la base, octogonale au milieu et cylindrique au sommet. Tout en haut, il y avait une statue, vraisemblablement de Zeus ou de Poséidon. L'extérieur du phare en calcaire blanc avait été poli avec un enduit attrape-soleil, de sorte qu'il brillait comme un phare même sans feu. La nuit, la situation changeait. Le bois était difficile à trouver en Égypte, donc le feu pouvait être alimenté par des fagots de racines de papyrus, voire de la naphte pour une flamme plus vive. Quel que soit le combustible, sa lueur était amplifiée par un miroir massif en bronze poli. Les miroirs en bronze étaient assez courants à l'époque. Ce n'est qu'à la Renaissance, bien après que le Pharos se soit effondré, que les miroirs recouverts de verre sont devenus la norme dans les phares européens. Pendant la journée, ce même miroir pouvait réfléchir la lumière du soleil, et la silhouette blanche éclatante de la tour, ainsi que la fumée s'élevant de son feu, aidaient les marins à trouver leur chemin. Alexandrie était l'un des ports les plus fréquentés du monde ancien, rempli de marchands,
de voyageurs et de messagers, et son phare était son monument emblématique. Anecdote amusante. Si vous êtes fan de l'univers de Game of Thrones, vous avez certainement pensé à la Hightower de Villevieille. Certains fans spéculent que non seulement le phare fictif, mais la ville elle-même proviennent, par inspiration, d'Alexandrie. Et l'amour de George R.R. Martin pour les merveilles anciennes ne s'arrête pas là. Il y a aussi le titan de Braavos. L'auteur bien-aimé a confirmé le parallèle intentionnel avec le monumental colosse de Rhodes. Pendant plus de 1600 ans, le phare s'est dressé fièrement face au temps, aux tempêtes, aux guerres et aux intrigues, tout comme dans Game of Thrones. Mais il a finalement été défait par la nature elle-même. Malheureusement, une série de grands tremblements de terre, au cours du XIVe siècle, ont eu raison de lui, éparpillant ses pierres massives sur le fond marin. Pendant plus de 5 siècles, les vestiges du phare sont restés là, sous les vagues. Le tout se transformant essentiellement en un jardin de pierres submergées. Les plongeurs le savaient. Mais remonter des blocs de 60 tonnes est un travail de super-héros. Ou alors il faut une grue surpuissante. Et jusqu'à récemment, il était beaucoup plus sûr de laisser ces blocs là où ils étaient. Alexandrie est, encore aujourd'hui, un port animé, et n'est pas ce qu'on appelle un endroit très propice à l'archéologie délicate. Dans les années 1990, des archéologues ont commencé à cartographier toute la zone autour de l'île de Pharos. Ils ont trouvé des blocs de calcaire et de granit taillés avec précision, certains montrant encore des bords sculptés. Au fil du temps, plus de 100 pièces massives ont été cataloguées, y compris des morceaux de colonnes, de statues et de gigantesques blocs de construction qui ne pouvaient provenir que du phare. Finalement, en 2025, des équipes égyptiennes et françaises se sont associées et ont amené une super grue et une équipe de plongeurs. Lors d'une opération méticuleusement planifiée, ils ont remonté 22 dalles géantes du fond marin. Il y avait des éléments tels que des linteaux de porte, des dalles de seuil et un pylône mystérieux, supposé être une sorte de monument. Certains de ces blocs pèsent entre 70 et 80 tonnes, ce qui équivaut au poids de 20 éléphants africains. Ces énormes blocs de pierre sont sur la terre ferme pour la première fois depuis plus de 600 ans. Mais que va-t-il se passer maintenant? Les chercheurs s'apprêtent-ils vraiment à reconstruire le phare comme un gigantesque modèle Lego? Pas tout à fait. On ne peut pas simplement empiler des blocs vieux de plusieurs siècles comme ça. Pour commencer, personne n'est sûr à 100% de l'apparence exacte du phare d'Alexandrie. Oui, nous avons des dessins et des indices, notamment de petites images gravées sur des pièces romaines d'Alexandrie. Mais elles ressemblent plus à des croquis rapides d'artistes qu'à des plans détaillés. Impossible donc de s'en servir comme modèle. Et puis il y a le problème des pièces manquantes. Ces pierres récupérées ne représentent qu'une fraction de la structure originale. Au fil des siècles, une grande partie des matériaux du phare a été réutilisée. En fait, l'endroit où se dressait autrefois le phare abrite désormais la citadelle de Qaitbay, une forteresse construite directement sur ses anciennes fondations. Le fort n'est pas seulement un symbole du passé, mais aussi une attraction touristique et un repère alexandrin bien reconnaissable. Donc, non, Alexandrie ne va pas retrouver sa tour légendaire, du moins pas de cette manière. Au lieu de cela, ces pierres nouvellement récupérées sont destinées au laboratoire de conservation pour être étudiées. Des spécialistes vont nettoyer, stabiliser et documenter chaque rainure sculptée et chaque marque de burin. Plus tard, elles iront probablement dans un musée. Après tout, cela fait partie du trésor national. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous avons encore la technologie de notre côté et celle-ci nous promet de recréer un phare entièrement explorable, exactement comme il était il y a des siècles. Cette entreprise incroyable porte le nom de Projet Pharos, et sa mission est de transformer ces énormes pierres transportées, linteaux, seuils, dalles de base, et même le mystérieux pylône, en un jumeau numérique complet et visitable du phare d'Alexandrie. Chaque pièce bénéficie d'un scanner 3D haute résolution, rejoignant plus de 100 fragments déjà enregistrés sous l'eau. Le but n'est donc pas uniquement la recherche scientifique. Le projet Pharos vise à redonner au phare son aspect et son ambiance d'origine et à le transformer en musée. Les structures de 100 mètres de haut ont souvent beaucoup d'escaliers, mais la réalité virtuelle est, par chance, bien moins éprouvante pour mes pauvres vieux pieds. Les visiteurs du musée pourront se promener autour de sa base en réalité augmentée, tandis que les chercheurs pourront utiliser le modèle pour tester de nouvelles théories sur sa structure et sa fonction. Espérons que nous pourrons personnaliser notre propre atmosphère, tamiser les lumières et examiner les murs comme dans un jeu vidéo.
Je me demande s'ils y mettront aussi des pigeons et des goélands pour le rendre encore plus authentique. Nous n'avons pas encore beaucoup de détails, mais l'ensemble est en train d'être documenté et sera présenté dans un film très informatif. Bien que nous n'ayons pas de cabine pour voyager dans le temps, des designers talentueux peuvent nous faire retrouver le passé le plus enfoui. Ils ont simplement besoin d'un concept efficace. Certes, de nos jours, vous pouvez presque tout recréer en 3D, mais l'essentiel ici est l'authenticité. Remettre tout à sa place d'origine. Et c'est bien ce que le projet Pharos souhaite réaliser. Peut-être qu'un jour, toutes les merveilles du monde antique finiront par être recréées de manière similaire, mais il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Le tourisme virtuel peut faire gagner du temps et de l'argent. Bien que rien ne puisse remplacer une expérience réelle, visiter des lieux authentiques recréés en réalité virtuelle pourrait être une très bonne solution pour le tourisme de masse. Les habitants sont déjà enthousiastes. La citadelle de Qaitbay attire déjà des gens, mais désormais, Alexandrie s'apprête à accueillir sa première attraction touristique numérique. Bientôt, quiconque possédant un casque VR pourra se tenir au sommet de cette merveille historique, plisser les yeux en regardant le coucher du soleil et enfin répondre à cette question brûlante. Est-il possible de s'épuiser en montant des escaliers virtuels? Et pourquoi pas aussi personnaliser la bande sonore? Le lac Michigan est reconnu comme l'un des plus vastes et énigmatiques lacs d'eau douce des États-Unis. Récemment, dans ses profondeurs, les scientifiques ont mis au jour une découverte inexpliquée. D'immenses cratères circulaires éparpillés au fond du lac. Tout a débuté en 2022, lorsqu'une équipe de chercheurs entreprit de cartographier le fond du lac Michigan et d'y rechercher des épaves. Ils s'attendaient à y trouver un paysage typique fait de rochers ou de bancs de sable. Cependant, ce qu'ils ont aperçu sur leur sonar les a laissés sans voix. Des structures circulaires si parfaites qu'elles semblaient presque défier les lois de la nature. Ces formations se trouvent à environ 150 mètres sous la surface, dans des zones où l'eau devient opaque et insondable. Elles sont impressionnantes par leur taille, mesurant entre 90 et 180 mètres de diamètre, avec une profondeur pouvant atteindre 12 mètres. Et il y en a des dizaines, disposées avec une régularité surprenante, évoquant d'étranges empreintes. Mais l'équipe demeure perplexe quant à leur origine. Puis, en août 2024, le mystère s'est encore épaissi. Grâce à un véhicule télécommandé, les chercheurs ont pu examiner ces structures de plus près. Ils ont ainsi recensé une quarantaine de ces formations, totalement inédites dans l'histoire des Grands Lacs. Quelle pourrait être l'origine de ces cratères ? Serait-il possible qu'ils soient les traces d'un ancien événement géologique tombé dans l'oubli ? Si tel est le cas, il est intriguant de constater qu'ils soient demeurés intacts, préservés des perturbations au fil du temps. Différentes hypothèses ont émergé. Parmi elles, la possibilité qu'il s'agisse de dolines, ces effondrements soudains de la surface terrestre qui laissent apparaître des cavités béantes. La roche située sous la surface, souvent constituée de calcaire, se dissout lentement sous l'effet de l'eau, ce qui génère des cavités souterraines. Lorsque la surface située au-dessus de ces cavités devient incapable de supporter son propre poids, elle finit par s'effondrer, formant ainsi un trou. Imaginez cela comme lorsque vous enfoncez une paille à travers l'opercule d'une boisson. Les dolines peuvent être des creux modestes ou des cavités gigantesques pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de diamètre. Elles peuvent se former peu à peu ou apparaître brusquement. Parfois, elles sont capables d'engloutir des voitures, voire des bâtiments entiers. Le lac Michigan repose sur un substrat rocheux, composé de calcaire, une roche qui s'érode facilement sous l'action de l'eau. Ce phénomène a déjà été observé dans le lac Huron, où des dolines similaires ont été identifiées. Cependant, cette théorie présente certaines incohérences, pour ne pas dire des failles. Il est ainsi étonnant que toutes ces formations soient aussi imposantes. Et il est inhabituel, voire rare, que des dolines se forment dans le lit d'un lac. En outre, ces structures semblent s'organiser en un motif linéaire. Elles s'étendent principalement vers le sud, formant une ligne diffuse, ce qui est pour le moins curieux. Si ces formations sont réellement des dolines, elles semblent défier les règles de la géologie. Il pourrait également s'agir d'un processus nouveau et inhabituel, encore inconnu, qui se produirait sous la surface du lac. Mais une autre théorie pourrait expliquer ce mystère, celle des glaciers. Les glaciers, véritables fleuves de glace, ont couvert une grande partie de la Terre lors de la dernière ère glaciaire. Leur puissance est prodigieuse.
bien qu'ils avancent lentement, parfois de seulement quelques centimètres par jour. Leur poids colossal leur permet de remodeler entièrement des paysages au fil des millénaires. En avançant, les glaciers broient et creusent les terrains situés sous eux, tels d'immenses bulldozers naturels. Leur masse, combinée à leur mouvement inexorable, érode tout sur son passage, qu'il s'agisse de roches, de sol ou même du substrat rocheux. Ce processus peut aboutir à la formation de profondes entailles dans la croûte terrestre, appelées vallées glaciaires. Durant l'âge de glace, de nombreux glaciers recouvraient le nord des États-Unis, y compris la région des Grands Lacs. S'ils ont traversé ce qui est aujourd'hui le lac Michigan, il est possible qu'ils aient creusé ces trous profonds. Les glaciers se déplacent généralement de manière relativement rectiligne. En avançant, ils érodent le terrain, mais l'intensité de l'érosion varie en fonction de la nature du substrat rocheux. Par exemple, les zones où la roche est plus tendre ou fracturée sont plus facilement sculptées et comprimées par le glacier, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains trous sont plus grands et profonds que d'autres, les substrats rocheux plus durs étant moins affectés. Cependant, cette érosion ne génère généralement que de larges dépressions en forme de croissant, et non de vastes cratères circulaires comme ceux observés dans le lac Michigan. Une fois les glaciers fondus, les grands lacs se sont formés. Si les cratères se sont effectivement le résultat de l'activité glaciaire, il est possible qu'ils aient été submergés, devenant ainsi partie intégrante du lac Michigan. Mais cette théorie reste spéculative et nécessite davantage de preuves. Il existe toutefois une autre dimension à ce mystère. Ces cratères ne sont pas seulement des formations intrigantes. Ils pourraient en réalité renfermer de précieux indices sur les premières formes de vie terrestre. Certaines parties du lac Michigan, notamment les zones sombres, présentent une faible teneur en oxygène. On pourrait les considérer comme une version édulcorée des environnements océaniques profonds, souvent caractérisés par une grande absence d'oxygène. Par exemple, les évents hydrothermaux des grands fonds, des ouvertures sous-marines dans la croûte terrestre, contenant de l'eau chaude et minéralisée, et où l'oxygène est souvent rare. Or, certains organismes prospèrent dans des milieux comme ceux-ci. Par exemple, les Mysidae, de minuscules créatures semblables à des crevettes vivant dans les eaux froides et profondes. Et, à l'image des opossums, elles possèdent une poche pour transporter leurs petits. Ou encore, les Cotoidea des profondeurs, de petits poissons sédentaires qui prospèrent également dans les lacs froids. Ces créatures sont parfaitement adaptées à la vie dans les eaux sombres et restent généralement proches du fond du lac. On compte aussi d'étranges organismes, tels que les moules quagga invasives, qui s'apparentent à des coquillages. Ce sont de petites moules d'eau douce qui se sont répandues jusque dans les grands lacs. Elles s'accrochent aux surfaces et peuvent causer des problèmes aux écosystèmes en concurrençant les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. Tous ces organismes pourraient se trouver dans le lac Michigan, et même bien d'autres. Il pourrait se trouver des microbes ou même des bactéries spécialement adaptées à ces conditions extrêmes, tout comme c'était le cas dans le lac Huron. Il n'y a qu'un petit nombre de créatures capables de survivre profondément à l'intérieur de ces cratères. Et leur étude pourrait nous offrir de précieux indices sur la manière dont la vie a prospéré dans les anciens océans, pauvres en oxygène. C'est précisément dans des environnements similaires que certaines des premières formes de vie se sont épanouies. La Terre primitive possédait une atmosphère contenant peu d'oxygène, mais était bien plus chaude, et d'anciens micro-organismes s'étaient adaptés à ces conditions. Les grands lacs, notamment le lac Michigan, ont toujours eu une réputation quelque peu fantomatique. Rien que cette mission qui avait été organisée pour étudier les épaves, il y en avait environ 6000 dans les Grands Lacs. De nombreuses épaves reposent encore sur les fonds lacustres, préservés par les eaux froides. Et les naufrages ne sont pas les seuls phénomènes étranges liés aux Grands Lacs. Au fil des ans, nombre de disparitions sont restées inexpliquées. Des bateaux et même des avions volatilisés sans laisser de traces. Les lacs, souvent calmes en surface, peuvent soudain s'avérer dangereux avec des tempêtes imprévisibles et de grandes vagues, menant à ces nombreuses catastrophes. Sans même parler de toutes les choses effrayantes observées là-bas au fil des siècles, comme les lumières fantomatiques au-dessus de l'eau ou des phénomènes météorologiques étranges, tels que des brumes inquiétantes qui semblent surgir de nulle part. En 2007, une structure préhistorique, ressemblant un peu à Stonehenge, a même été découverte dans le lac, bien qu'elle soit beaucoup plus petite. Il se trouvait à environ 12 mètres sous la surface, au cœur de la baie de Grand Traverse. On estime qu'il aurait près de 9000 ans, soit bien plus vieux que Stonehenge. Il semble être une empreinte de ceux qui ont vécu dans cette région il y a des millénaires.
Ces pierres massives sont disposées selon un motif sinueux s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Elles varient en taille, allant de celle d'un ballon de basket à celle de voitures compactes. Cependant, l'une d'entre elles se distingue particulièrement. Un rocher mesurant entre 1,10 m et 1,20 m de hauteur pour 1,50 m de large, orné de l'image d'un mastodonte. Une créature qui parcourait la Terre il y a environ 11 000 ans avant de disparaître. Il est probable qu'il se soit enfoncé à cet endroit à la fin de la dernière ère glaciaire, mentionnée un peu plus tôt. Cette période a profondément remodelé la région. Tandis que cet emplacement est aujourd'hui submergé, il s'agissait à l'époque de terre ferme. Ces pierres semblent donc avoir été créées par les gens qui habitaient dans les lieux, bien que leur fonction reste incertaine. Marquait-elle un terrain de chasse? Ou bien s'agissait-il d'un ancien calendrier? Qui sait? À peine 15% du fond des grands lacs a été exploré. Aujourd'hui, les scientifiques s'apprêtent à mener des recherches beaucoup plus approfondies, tant sur le plan littéral que métaphorique. Ils souhaitent analyser le fond du lac qui entoure ces cratères, dans l'espoir que certains éléments présents dans leur environnement aient pu être à l'origine de leur formation. Ils mènent des initiatives telles que le Lakebed 2030, visant à cartographier l'ensemble du paysage sous-marin. Cela nous permettrait d'en apprendre énormément sur le lac Michigan et le passé de notre planète. Qui sait quels secrets ces eaux sombres pour... Doggerland. Non, ce n'est pas le pays des chiens, contrairement à ce que l'on pourrait croire. C'était une terre de la taille de la Grande-Bretagne, située au nord de l'Europe. Mais inutile de chercher cette contrée sur la carte du vieux continent. Ce serait peine perdue. Doggerland a disparu il y a des milliers d'années. Mais où se trouvait-il exactement? Et des hommes y ont-ils vécu? Les scientifiques s'efforcent de répondre à ces questions. Commençons par le nom. Dans les années 1990, une archéologue britannique nommée Bryony Coles a baptisé la région Doggerland en référence à Dogger Bank, un banc de sable situé à environ 100 km au large de la côte est de l'Angleterre. Ce terme provient vraisemblablement du néerlandais et désignait un bateau de pêche à 2 mâts. Cela semble logique, car aujourd'hui, la mer du Nord est une riche zone de pêche. Mais il y a des milliers d'années, les habitants de cette région avaient un régime très différent. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière grande période glaciaire, Doggerland ne présentait pas d'eau de mer, mais des marécages, des lagons, des forêts et des collines. À cette époque, la Grande-Bretagne et l'Irlande n'étaient pas des îles. Elles faisaient partie du continent et se trouvaient loin de la mer. On pouvait ainsi partir du Danemark et marcher jusqu'au nord de l'Écosse. Un réseau de rivières se jetait alors dans la mer du Nord, qui ressemblait à un large canal séparant le Doggerland de la Norvège. Les cours d'eau étaient également différents. La Tamise se jetait dans le Rhin, et la rivière ainsi formée coulait à la place de la Manche actuelle pour se déverser dans l'océan Atlantique. Doggerland abritait même un lac, l'Outer Silver Pit. Malgré la présence de quelques glaciers, le terrain restait habitable. Mais qui pouvait bien vivre ici? On comptait des communautés de chasseurs-cueilleurs dès le Mésolithique. À cette époque, nos ancêtres maîtrisaient les outils en pierre taillés, qu'ils utilisaient pour fabriquer des saguets et des pointes de flèches. Ces compétences étaient particulièrement utiles à Doggerland, le terrain de chasse le plus foisonnant d'Europe. Doggerland aurait aisément pu être la région la plus peuplée de la partie nord-ouest du continent. Les chasseurs y traquaient probablement des rennes, des mammouths, des bœufs, des sangliers, des ours bruns, des loups et de nombreuses autres espèces. En bref, personne ne manquait de nourriture. La viande n'était d'ailleurs pas leur seule ressource. Les anciens habitants de Doggerland cueillaient des baies et des noisettes. Ils vivaient dans des huttes en bois qu'ils construisaient près des rivières et sur des collines. Vous vous souvenez de Dogger Bank? Aujourd'hui immergée, cette région était autrefois montagneuse. Doggerland devait être un endroit très prisé durant la préhistoire, avec une superficie totale de plus de 29 000 km². Mais les choses allaient changer de façon radicale. La dernière ère glaciaire touchait à sa fin. Toute l'eau emprisonnée dans les glaciers et les calottes glaciaires commençait à fondre. Vous pouvez observer ce phénomène chaque fois que vous commandez une boisson froide. Même si vous buvez rapidement, le verre se remplit à nouveau à mesure que les glaçons fondent. Doggerland était un peu comme ce verre. Le niveau de la mer a commencé à monter rapidement, submergeant chaque siècle entre 1 et 2 mètres de terre sèche. Imaginez ce que cela représenterait aujourd'hui.
Avec une altitude d'à peine 1,8 mètres, Miami serait submergée en moins de 100 ans. Mais un événement a accéléré ce processus. Les glissements de terrain du Storegga, une série de glissements sous-marins dans la mer de Norvège, se sont produits il y a des milliers d'années. Lorsque de grands volumes de terre se déplacent soudainement sous l'eau, cela crée des vagues gigantesques, autrement dit des tsunamis. Doggerland a probablement été frappé par plusieurs de ces raz de marée. Ils étaient si puissants que les chercheurs pensent qu'ils ont emporté le pont terrestre reliant la Grande-Bretagne au reste du continent. Tout ce qu'il a resté de Doggerland était une île de la taille du pays de Galles. Les scientifiques estiment aujourd'hui que les vagues de ce tsunami mesuraient au moins 12 mètres de haut. Il y a environ 6000 ans, les habitants de Doggerland ont commencé à migrer vers des terres plus élevées, comme l'Angleterre et les Pays-Bas. Ironiquement, alors que les Pays-Bas doivent leur nom à leur remarquable manque d'élévation, il s'agissait à l'époque de terrains plus accueillants pour les chasseurs-cueilleurs, fuyant les inondations. Une fois ce processus achevé, le continent européen a pris la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Doggerland avait disparu, submergé sous les vagues de la mer du Nord, pour les 8200 prochaines années à venir. L'idée de Doggerland vous rappellera peut-être une autre célèbre terre submergée, la cité perdue de l'Atlantide. Cependant, il y a une différence majeure. L'Atlantide n'est qu'une légende, connue essentiellement à travers les écrits du philosophe grec Platon. Les scientifiques recherchent l'Atlantide depuis longtemps, sans parvenir à s'accorder sur son emplacement exact, avec des théories allant de la Méditerranée jusqu'à l'Antarctique. Doggerland, en revanche, n'a rien d'un mythe. Tout ce que la science avance à son sujet repose sur des preuves concrètes. En 1931, un bateau de pêche au large des côtes du Norfolk, en Angleterre, traînait un filet le long du fond marin, ratissant tout sur son passage. L'équipage a alors attrapé quelque chose de plus que des poissons, de la tourbe, similaire à celle que l'on trouve en Alaska et en Irlande. Mais que faisait-elle au fond de la mer du Nord? L'eau de mer détruit normalement la tourbe. La seule explication possible était que cette zone devait avoir été une terre ferme à un moment de son histoire. Le clou du spectacle était la présence d'une pointe de harpon dans cette tourbe, indiquant une activité humaine. L'idée n'était pas nouvelle. Dès le Moyen-Âge, il était question de terres submergées et de leurs forêts sous-marines. En 1913, un géologue britannique nommé Clement Reid a avancé l'idée d'un monde sous-marin dans cette partie de l'Europe. Les preuves scientifiques n'ont alors cessé de s'accumuler. Les pêcheurs du coin ont commencé à remonter des outils fabriqués par l'homme et des ossements d'animaux que les chercheurs ont jugés remonter à environ 9000 ans. Toutefois, les eaux profondes et troubles de la mer du Nord rendaient la plongée impossible. Un archéologue a d'ailleurs noté que l'on connaissait mieux la surface de la Lune que le fond de cette mer relativement peu profonde. La découverte de pétrole dans cette région dans les années 1960 a marqué un tournant. Les entreprises pétrolières ont fourni aux scientifiques des données sismiques, les aidant à reconstituer l'image complète de Doggerland. Les simulations informatiques ont rapidement produit des images de vallées fluviales, de côtes, de lacs d'eau douce et de collines. Des empreintes de tribus nomades sont même préservées sur le fond marin. Aujourd'hui, les océanographes exploitent le champ magnétique pour cartographier ce monde sous-marin perdu. Doggerland n'est pas le seul endroit sur Terre à avoir été submergé. La Béringie est un autre monde perdu d'importance capitale. Ce pont terrestre reliait autrefois l'Asie et l'Amérique du Nord, et tire son nom du détroit de Bering, large de 85 km à son point le plus étroit. Jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, ces terres sèches ont été le foyer de certains de nos ancêtres. Ainsi, des preuves génétiques montrent que les Amérindiens ont vécu en Béringie pendant environ 15 000 ans. Et la partie centrale de ce territoire était 9 fois plus large que la Manche. Pour imaginer à quoi ressemblait cette terre, pensez à la partie arctique de l'Alaska actuelle. Une toundra arbustive où l'on trouve des bouleaux et de petits saules. Pas de mammouths laineux ici, car les grands animaux herbivores n'auraient jamais trouvé assez de nourriture en Béringie, bien qu'il y ait probablement eu des élans et des mouflons d'Amérique dans la région. Mais l'ère glaciaire
ne durerait pas éternellement. Comme pour Doggerland, les niveaux de la mer ont commencé à monter il y a environ 13 000 ans. Ce n'était pas qu'une mauvaise nouvelle. Cependant, des découvertes scientifiques suggèrent qu'à cette époque, les gens auraient commencé à migrer vers le sud, quittant la Béringie en voie de submersion pour passer en Alaska. De là, ils auraient mi-peuplé les deux Amériques, devenant les ancêtres des premiers Amérindiens. La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies, et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée,
on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucs-o-mètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudre en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an durant 10 heures par jour et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. En 2003, alors qu'il poursuivait un mérou subitement disparu sous les flots dans la baie de Chetumal, au Mexique, un pêcheur solitaire fit la découverte d'un trou énigmatique, dissimulé à la vue. Plus de 10 ans plus tard, son fils revint sur place, accompagné de chercheurs désireux d'examiner ce phénomène. Ils entamèrent des relevés. 30 mètres, 49 mètres, 130 mètres. Toujours aucun fond en vue. À mesure que les instruments s'enfonçaient dans l'eau obscure et immobile, les relevés devenaient de plus en plus déroutants. Une eau chaude et salée, là où cela semblait impossible. Des courants remontant des ténèbres. Les dernières mesures dépassaient 420 mètres sans qu'on puisse distinguer le fond. Silencieux, vertigineux, périlleux, voici Tam Ja, le plus récent,
est le plus profond des trous bleus connus sur Terre, et il abrite peut-être une énigme encore jamais révélée. La nature agit avec lenteur. Durant des millénaires, voire des millions d'années, l'eau creuse patiemment la roche souterraine. Puis, un jour, tout s'effondre, le plafond cède, le sol s'abîme, et ne subsiste qu'un trou béant. C'est un gouffre d'effondrement. Les trous bleus sont en réalité d'anciens gouffres, lentement submergés lorsque le niveau marin s'éleva il y a fort longtemps. Vus du ciel, ces trous prennent l'apparence d'ombres circulaires, bien plus sombres que les eaux environnantes. Leur extrême profondeur en est la cause. La lumière du soleil peine à en atteindre le fond. Certains plongent sur plusieurs centaines de mètres, suivant un axe presque vertical. Isolés des courants océaniques, ils forment des milieux immobiles et clos, dont les mécanismes échappent encore à la compréhension des scientifiques. Qu'est-ce qui distingue Tam-Ja des autres? La plupart des trous bleus célèbres, tels le grand trou bleu du Belize, sont aisément repérables, visibles même depuis l'espace. Tam-Ja, à l'inverse, semble vouloir passer inaperçu. On dirait que la nature a sciemment choisi de le dissimuler. Même un drone positionné à la verticale peine à en percevoir les contours. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il est demeuré si longtemps hors d'atteinte. Le véritable mystère ne s'est révélé qu'après les premiers relevés effectués par les chercheurs. En décembre 2023, les scientifiques décidèrent d'explorer les profondeurs de Tam-Ja à l'aide d'un instrument appelé sonde CTD, apte à mesurer la conductivité, la température et la profondeur. Lorsqu'il franchit les 400 mètres, une anomalie attira leur attention. L'eau, au lieu de se refroidir, devenait soudainement plus chaude. Elle présentait aussi une salinité nettement accrue, avec des valeurs correspondantes à celles observées dans la haute mer des Caraïbes. Mais attendez, la baie de Chetumal fait déjà partie des Caraïbes, alors en quoi est-ce si étonnant? Tam-Ja se trouve enfoncé loin à l'intérieur de la baie, et sa profondeur exceptionnelle détonne dans un cadre aussi calme et abrité. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que l'eau au fond de cette cavité présente exactement la même température et le même degré de salinité que la haute mer, alors qu'elle en est isolée horizontalement. Cela laisse supposer l'existence de tunnels ou de fissures souterraines reliant le fond de Tam-Ja à la haute mer, non pas en surface, mais en passant sous la roche. Une sorte de réseau secret de conduite naturelle, dont l'origine pourrait remonter jusqu'à l'époque des grands impacts d'astéroïdes. Tam-Ja se situe non loin du cratère de Chicxulub, là où, il y a 66 millions d'années, un météore gigantesque s'est écrasé sur la péninsule actuelle du Yucatan. Cet événement est généralement considéré comme l'élément déclencheur de la grande extinction ayant rayé les dinosaures de la surface du globe. L'astéroïde n'a pas formé Tam-Ja lui-même, mais il aurait pu fracturer les strates rocheuses, facilitant ainsi la création ultérieure de grottes, de tunnels et, à terme, de trous bleus. Certains avancent même que ce réseau englouti pourrait s'étendre à d'autres cénotes ou sources cachées à proximité. Explorer Tam-Ja ne se limite pas à cartographier des tunnels immergés. Lors de la première expédition, les chercheurs observèrent un phénomène troublant. Alors que la baie environnante était agitée de vagues désordonnées, l'eau située juste au-dessus du trou demeurait étrangement calme. Puis, depuis son centre, une montée lente d'eau s'est produite, semblable à l'exhalation discrète d'une source enfouie. Ni geyser, ni éclaboussure, mais une poussée stable. Comme si quelque chose en profondeur s'était mis en mouvement. Ce surgissement unique rendit la suite de l'exploration plus angoissante. Les plongeurs dirent avoir eu l'impression de rencontrer une entité vivante, mouvante, réagissant à leur présence avec une déroutante étrangeté. Lorsqu'un lieu est aussi profond, obscur, et totalement isolé du reste de l'océan, il devient une porte entr'ouverte sur l'inconnu. Certes, il est peu probable qu'un dieu marin surgi de l'imaginaire Lovecraftien puisse s'y glisser, mais rien n'exclut la présence d'espèces encore jamais observées, peut-être même potentiellement dangereuses. Cela demeure de l'ordre de la spéculation, mais si le gouffre s'enfonce encore davantage, toute vie microbienne présente serait sans doute très ancienne, adaptée à des conditions extrêmes et hostiles. Il n'est nul besoin d'évoquer un monstre marin. Même des organismes microscopiques mais inconnus pourraient, s'ils étaient libérés, perturber nos écosystèmes contemporains. Il se pourrait que l'on y découvre de l'eau préhistorique, ou quelques vestiges liés à l'impact de l'astéroïde qui provoqua l'extinction des dinosaures. Le site pourrait abriter un écosystème complet, resté scellé durant des millénaires. Et cela importe. Si la vie peut subsister dans un tel isolement, elle pourrait aussi exister dans des environnements similaires, sur des lunes comme Europe ou Encelade. Par ailleurs, certains trous bleus, tels le grand trou bleu, renferment des gaz toxiques
capable de corroder le matériel, voire de brûler la peau. On comprend alors pourquoi les plongeurs ont eu l'impression d'explorer un organisme vivant. Peut-être vous demandez-vous s'il est possible de louer du matériel et d'explorer vous-même ce gouffre. La réponse est non. Même l'équipement de base en plongée nécessite une certification. Et les magasins spécialisés refusent systématiquement de louer à des personnes non qualifiées, a fortiori pour un lieu aussi périlleux. Même certifiée, la plongée récréative ne permet de descendre qu'à une quarantaine de mètres. Au-delà, il faut une formation spécifique, du matériel adapté et une vigilance extrême. Les professionnels eux-mêmes dépassent rarement les 300 mètres, et uniquement au prix de dispositifs complexes et risqués. À ces profondeurs, la pression de l'eau devient un obstacle redoutable, suffisante pour broyer la majorité des équipements qui ne sont pas conçus à cet effet. Ainsi, pour l'heure, Tahamja demeure un mystère que l'on ne saurait percer par la plongée traditionnelle. La prochaine étape consistera probablement à envoyer un ROV, un sous-marin télécommandé muni de caméras, de bras articulés et de capteurs. Il peut explorer des profondeurs inaccessibles aux plongeurs et y rester plus longtemps. Ces engins pourraient révéler des fossiles, des anomalies chimiques et des traces des changements climatiques passés. Dans la majorité des trous bleus, la vie est bel et bien présente. Éponges, coraux, poissons. Cependant, plus on descend, plus l'oxygène diminue, compliquant la survie, bien que certains microbes persistent. Parmi ces rares formes de vie, on trouve des organismes unicellulaires à coquilles appelés foraminifères et de minuscules nématodes. C'est grâce à ces créatures microscopiques que l'on suppose que si la vie peut exister dans les eaux sombres, salées et anoxiques de Tahamja, elle pourrait aussi survivre sur d'autres mondes aquatiques. Pourtant, malgré l'engouement, Tahamja reste curieusement vide de faune plus importante. Même dans les couches supérieures, où les niveaux d'oxygène sont suffisants, aucun poisson, crustacé, ni même une petite crevette n'a été observé. Seulement de minuscules organismes invisibles à l'œil nu. Pas de bikini bottom, mais il faut reconnaître que le fond n'a pas encore été atteint. Cela nous conduit à une interrogation. Les ROV parviendront-ils un jour à atteindre le fond de ce gouffre océanique? Il se pourrait que sa profondeur soit supérieure à nos estimations, ou que sa configuration complique la collecte de mesures exactes par nos instruments. Ce trou pourrait receler des tunnels latéraux, des rebords ou des courbures qui perturbent les relevés. Les parois pourraient être trop instables, ou la pression et la chimie de l'eau perturber les capteurs. C'est un peu comme jouer à un niveau sous-marin au ralenti, avec un robot capable de saisir des objets, mais fragile. Heureusement, les scientifiques disposent d'autres options. Ils peuvent envoyer des drones sous-marins autonomes, lâcher des caméras qui filment en descendant, ou cartographier le trou depuis la surface grâce au sonar. Plusieurs méthodes permettent ainsi d'explorer ces profondeurs. Malgré nos avancées technologiques, de nombreux lieux sur Terre restent inexplorés. En réalité, nous avons cartographié davantage la surface de Mars que celle des fonds marins. Les engins spatiaux peuvent balayer une planète entière rapidement, alors que la cartographie sous-marine est lente, coûteuse et entravée par l'obscurité et la pression. Pourtant, Tahamja conserve le record du trou bleu le plus profond au monde, pour l'instant. Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages. Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre.
nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les deux sites ont été érigés à peu près à la même époque. Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les deux sites présentent la caractéristique commune d'être tous deux des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région? Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses. Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine. Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée. Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région 1 an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain. Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte.
Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village. C'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir. La ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures. Tout, en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie. Un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde.